un chiffre, c'est le numéro de votre boîtier, plus vous vérifiez bien qu'en haut, il y a bien les petits traits, pareil que quand le Wi-Fi, etc. C'est presque la même chose à ce niveau-là. Donc on va faire un test simple, c'est-à-dire vous allez appuyer sur le bouton ou un ou deux, il n'y a aucun thème à ça, mais vous verrez bien. Le seul truc que je vous demande, je vous le rappelle, c'est que vous n'appuyez sur les boutons que quand vous verrez apparaître sur l'écran, le vote est ouvert. Ne le faites pas avant parce que vous perturbez le système informatique et vous savez que les systèmes informatiques sont d'une susceptibilité assez effrayante à certains moments. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc, on va procéder au test. Donc, dès que le diapo apparaîtra, à la proposition du procès-verbal des AG ordinaires d'été du samedi 28 juin à Grimaud. Dès qu'on est prêt, donc le vote est ouvert. Voilà, donc on peut clôturer le vote. Donc c'est approuvé à 100%. Je vous remercie pour l'Assemblée d'été. Et on va passer donc à l'Assemblée d'hiver. Donc je vais vous dire un petit mot sur ce début de saison, puisqu'on est pratiquement à mi-saison. Donc, mesdames et messieurs les présidents des clubs marins, monsieur l'adjoint au sport de Garéoul, et comme je l'ai dit tout à l'heure, je remercie encore la municipalité pour le prêt de cette salle, monsieur le sénateur André Viol, qui est présent également et qui m'a fait l'honneur de venir. André est un ami, il faut dire ce qu'il y en est. Il y a quelques années de ça, on était ensemble dans la commune de Néoul, où on a sympathisé, où on a gardé donc un contact. Et je l'ai sollicité. Oui, on a le même prénom, comme dit André. Voilà, donc c'était la petite aparté. Donc cette Assemblée Générale d'hiver est une nouvelle fois l'occasion de se rencontrer et d'échanger. Donc le but d'une assemblée, c'est en fin de compte, si vous avez des choses à faire remonter, on est là. Nous, on essaye de notre mieux, de façon que le football varois progresse. On peut avoir des divergences, mais l'important, c'est de fonctionner ensemble. Comme on dit souvent, le district a besoin de ses clubs, comme les clubs ont besoin du district du Var. Je voulais revenir un peu sur le déplacement que nous avons effectué avec le comité directeur jusqu'à présent. On avait annoncé certaines actions, entre autres la commission donc, de prévention et lutte concernant les incivilités et la violence. Donc on a mis sur pied 3 réunions de secteur. Ce que nous avons un peu déploré, malheureusement, je comprends que vous avez des occupations au même titre que nous, mais souvent on s'est retrouvé avec peu de clubs présents. C'est dommage parce que le but, en fin de compte, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'avancer ensemble et d'essayer, je dis bien d'essayer, d'enrayer les problèmes qu'on peut rencontrer autour des terrains. Et dans ce cas de figure, vous avez pu vous en apercevoir que nous avons mis en place en D1 des caméras embarquées. Aujourd'hui, le point que nous pouvons faire, c'est que
sur ces matchs-là, pratiquement ça se passe très bien. Donc c'est une bonne avancée dans ce domaine-là. Comme je l'avais annoncé à l'Assemblée de Grimaud également, j'avais fait part qu'on était district pilote par rapport à la fédération pour recevoir donc des copros supplémentaires. Donc à partir logiquement de ce mois-ci, nous aurons encore 5 copros à disposition qui nous permettra en fonction des matchs qu'on peut déterminer à enjeu ou à risque, on pourra également mettre ces copros en place. Voilà, donc ce que je voulais vous dire dans un premier temps, c'est un peu ce rapprochement entre vous et nous. Je le répète, l'idéal c'est qu'on communique, qu'on n'hésite pas. On ne peut toujours pas être d'accord, ça je le conçois, il y a des règlements, il y a des interprétations qui sont faites par les commissions, qui des fois ne rentrent pas dans ce que vous attendez, mais bon, après je veux dire, on est obligé quand même de se baser sur les règlements. Dans ce registre-là également, donc je vous ai parlé des caméras, je le répète qu'on a un secrétariat où nous avons augmenté les effectifs de façon que vous puissiez communiquer au maximum avec le secrétariat du district du Var. Un petit rappel, parce que souvent on me le dit, le district est fermé le matin. Non, le district effectivement est fermé au public, mais est ouvert à partir de 10 h, de façon que vous puissiez les contacter téléphoniquement. Là, c'est un petit rappel, parce qu'il y a beaucoup de clubs qui appellent que l'après-midi, croyant que le district est fermé téléphoniquement. Voilà, c'était une petite précision que je voulais amener. Je m'excuse pour ma voix, mais comme tout le monde, actuellement, j'attrape un peu froid, donc pour le moment, s'en va. Voilà, donc comme je le disais, nous avons été très attentifs à vos mails, avons répondu de la meilleure des façons à travers notre secrétaire général, qui est là, je crois qu'il a beaucoup avec vous. Et je le répète, n'hésitez pas à le contacter, même si des fois les réponses ne correspondent pas à ce que vous attendez. Mais je le redis, les règlements, un district est régi par des règlements, et à partir de là, on les applique. Voilà, donc moi, en 2 mots, ce que je voulais vous dire, et vous faire part quand même, j'ai assisté à une réunion la semaine dernière au niveau de la fédération, et vous avez appris, je ne sais pas s'il y en a qui ont suivi donc, la conférence du président Diallo, où il nous a informé que pas mal d'aides supplémentaires étaient accordées au niveau du football amateur. Juste une petite précision, il y a une augmentation, je regarde mon papier, donc sur 5 ans, donc le budget qui était prévu de 106 millions d'euros va passer à 151 millions d'euros. Donc ce qui va permettre au niveau de différentes actions, au niveau des clubs amateurs, de bénéficier de sommes supplémentaires à travers, il y a le football féminin qui est concerné. Je crois que là peut-être c'est le moyen, parce qu'au niveau, j'en reviens au niveau du football farois, il y a du travail qui est fait au niveau des féminines, mais je crois que demain, avec les aides qui sont apportées, on pourrait augmenter un peu nos licenciés, avoir des équipes supplémentaires. Ce qui est déplorable aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à mettre un championnat féminin senior à 11. Donc on a beaucoup de football à 8, mais si demain on pouvait évoluer dans ce domaine-là, ce serait quelque chose d'intéressant. Voilà. Moi j'ai le document, je suis à votre disposition après l'Assemblée pour vous donner un maximum d'informations donc sur les aides qui sont apportées par la Fédération. Et je voudrais terminer donc dans mon exposé pour vous dire au niveau donc, du football scolaire, donc avec Jean-Paul Perron qui s'occupe de ce dossier, nous avons énormément évolué.
peut-être que la plupart d'entre vous ne sont pas au courant que jusqu'à présent, on avait des sections sportives et depuis quelque temps, donc, on s'est rapproché, je répète, avec Jean-Paul, du collège Pierre Puget pour recréer le sport-études. Parce que ce qu'il faut savoir, ça fait quelques années, bon, c'est par rapport aux directives, hein, je ne dis pas de bêtises, directives, on était parti dans les sessions sportives et il s'avère que dans le domaine du Var, on n'avait plus de sport-études. Donc je vous annonce une nouvelle, à partir de la saison prochaine, donc sera créé de nouveau le sport-études au collège Pierre Puget. Voilà, c'est une information, c'est quelque chose d'intéressant pour le football. Et on maintiendra bien sûr la section sportive. Voilà les petites informations que je voulais vous donner donc en préambule de ceci. Et puis on aura l'occasion dans les questions diverses de revenir là-dessus. Donc, au niveau du nombre de clubs présents, donc sur un total de 119 clubs, 60 clubs ont répondu présents pour une 332 voix. Donc le quorum est largement atteint. Merci. Donc nous allons continuer. Je vais donner la parole à nos invités. Je vais commencer donc par mon ami, le sénateur André Guiol, qui va vous dire quelques mots. Bonjour à tous. Alors effectivement, je m'appelle André Guiol. Je ne suis pas tellement venu en tant que sénateur, mais en tant que voisin, parce que j'ai été maire pendant 25 ans à Néoul, où j'ai connu André, et en tant que voisin et en tant qu'ami, André l'a dit. Mais en même temps, c'est ce que vous faites au quotidien. On en parle souvent avec mon collègue Bonus, qui est sénateur du Var aussi, et lui, il est plus branché au rugby. Et on parle souvent du sport, et on traite souvent, nous, au Sénat, les élus en général, que des problèmes de conflictuels. Et on a remarqué qu'il y avait deux choses qui nous fédéraient encore, et il faut le préserver, c'est les sports. On a vu l'engouement qu'il y a eu l'an dernier pour les Jeux Olympiques, et la musique, en ce qui me concerne et ce qui vous concerne. Et que donc, le rôle des élus, c'est plus facile de diviser les gens que de les rapprocher, c'est de cultiver cette notion, cette passion de sport. Donc d'être ce matin avec vous pour les footballeurs, ça me fait plaisir. Et il se trouve que ma fille fait du féminin aussi, donc je vais la brancher pour qu'elle s'inscrive et qu'elle contribue à passer football à 11 et pas à 8. Voilà, donc sachez que je suis très heureux d'être avec vous. Je ne vais pas parler longtemps parce que je vais vous quitter dans une petite heure. Parce que ça ne vous a pas échappé qu'on est en plein budget. Au Sénat, on vote par correspondance, c'est-à-dire qu'il y a des collègues actuellement qui siègent samedi et dimanche pour être au rendez-vous, la fameuse heure fatidique qu'il faut voter à une certaine heure. Et tous les amendements passent dans les 24 heures qui passent. Donc je vais rester devant mon téléphone et je reprends le relais, moi, à partir de lundi après-midi, où je rencontre le Cornu et la nouvelle ministre pour l'aspect défense. Je m'occupe que de la défense. Et je suis, entre guillemets, de morfle le lundi soir. On fait une nocturne par semaine. Tout ça pour dire qu'elle est bien bousculée. Et on va essayer de donner un budget à la France qui n'est pas gagné encore à ce jour. Voilà. En tout cas, je vous laisse dans une petite demi-heure. André, j'étais ravi d'être avec vous. Je vous souhaite une très très bonne assemblée générale. Et merci d'avoir choisi Garéoul et la zone du Val d'Isole sur laquelle vous êtes les bienvenus. Voilà. Avant donc, de donner la parole à M. l'adjoint au sport, je voulais quand même remettre un petit cadeau de la part du district du Var, donc André Guiol. Donc André, donc, au nom du comité directeur du district du Var, et également au nom de tous les clubs, puisque je le répète, le district et les clubs franquins. Donc, voilà, donc André, pour le football, donc on te remet une chaussure. La mettre, ça sera un peu compliqué, mais tu pourras la mettre sous ton bureau et puis ça te permettra de penser au profil que j'avais. Je suis très touché, d'autant plus que ça ne nous a pas échappé que j'en parle plus du sport que ce que j'en fais. Je ne suis plus dans les clubs, mais là je m'adonne un peu au vélo le week-end en VTT tout seul, parce que quand je descends de Paris, j'ai besoin d'espace et un peu de solitude. Voilà. Donc merci. Et j'essaierai d'être à l'honneur de la mission sportive, de la passion que vous avez à travers cet objet que je consulterai de temps en temps. Voilà. Merci en tout cas à tous les clubs qui ont participé.
effectivement, c'est pas ma taille. Merci André. Donc on va continuer. Je vais donner la parole donc à monsieur l'adjoint au sport de la ville de Garéoul. Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Je prends la parole bien sûr après notre sénateur. Je voulais vous remercier d'être présent, surtout à votre président. C'est vrai que sur Garéoul, on a l'habitude de vous accueillir. Ça fait la 3e, 4e année, c'est ça? 2 ans, 3 ans. Voilà. Et la difficulté de trouver des salles, on le sait, mais nous, on essaie de faire le maximum pour le sport. Et je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit monsieur le sénateur, mais moi, je vais insister sur un point, c'est au niveau des bénévoles. C'est vrai que je m'occupe des associations sportives et des associations en général. À l'heure actuelle, on manque cruellement de bénévoles. Que faire pour recruter des bénévoles? Je ne sais pas. C'est à vous de voir. Nous, on fait le maximum, mais voilà, les bonnes volontés manquent. Je ne sais pas. On arrive finalement, nous, élus, à baisser les bras, mais ce que je ne voudrais pas faire. On a besoin de vous, donc parmi vos amis, parmi... Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Moi, je me base là-dessus. Les bénévoles, sans les bénévoles, aucune association ne peut exister. Donc encore merci à vous qui donnez de votre temps. Merci. Oui, merci monsieur l'adjoint. Effectivement, de toute façon, le problème de bénévoles, c'est général de partout. Nous, on peut en parler au niveau du district du Var, on fait des appels. Il y a quelques personnes qui se présentent, pas tant que ça, et c'est le même problème au niveau des clubs. Aujourd'hui, je ne sais pas, quelle est la solution pour amener des gens vers nous? Honnêtement, je ne la connais pas. On fait des appels constamment. Je ne sais pas, je n'ai pas de solution. C'est le bon vouloir des gens. Est-ce qu'il ne faudrait pas revoir notre fonctionnement d'intéresser les personnes? Parce que c'est bien beau de donner de sa personne, mais peut-être de trouver quelque chose qui leur permettrait de venir vers nous. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Également, on a prévu donc un petit cadeau pour monsieur l'adjoint. Également, bon, on n'a que des pieds gauches, donc on va remettre un pied gauche également. Voilà, donc également, pour remettre un petit... Donc on pourra faire un match à 2 chacun. Merci. Bien, on continue donc la présentation de nos hôtes. Donc je vais donner la parole à mon ami également, Mourad Ndoye, donc qui est le représentant de la Ligue de la Méditerranée. Nous avions contacté le président Borghini, mais il est pris par d'autres obligations. Donc il nous a délégué Mourad, et honnêtement c'est pas plus mal. Moi ça me fait plaisir que ce soit Mourad. Merci beaucoup André. Et je vais donner l'impression de me répéter chaque année parce que j'ai toujours le plaisir de venir ici pour voir, de représenter le président de la Ligue ici dans le Var. Et quand je dis c'est un plaisir, c'est vraiment voilà, du fond du cœur que je dis que c'est un plaisir que j'ai toujours de revenir ici. D'autant plus que dans cette zone, donc, que ce soit le Léoul, Garéoul, etc., c'est là que j'ai commencé mes délégations il y a 20 ans. Donc, en tant que délégué du district du Var. Donc, ce Var que je connais très bien. Donc, au nom de la Ligue, donc, je tiens à saluer l'engagement de chacun d'entre vous aux côtés de l'équipe d'entrée. Dans un contexte qui n'est pas toujours simple, l'actualité ne cesse de le démontrer. Vous faites vivre vos clubs. Vous faites vivre donc vos clubs, vos compétitions, en mettant en avant vos valeurs qui sont aussi les nôtres. Vous accueillez les jeunes chaque semaine, vous les accompagnez, vous leur transmettez des règles, des repères, vous leur offrez cadre, une famille, un avenir, et cela n'a pas de prix. Avant d'entrer dans le vif du sujet donc, de cette Assemblée générale, avec les différents rapports et avec les propositions de modification de texte, etc., la Ligue souhaite attirer votre attention sur 3 points. Le premier occupe le projet club.
permettant de structurer leurs activités autour d'un projet adapté à leur engagement et spécificité, lequel sera favorisé par un label, gage de qualité, pour les clubs accomplissant d'importants efforts de structuration. C'est une évolution majeure concernant les clubs varois, dont certains sont déjà impliqués en tant que club pilote. Le deuxième point a trait à la valorisation des compétitions. La Ligue a récemment signé de nouveaux partenariats. Pixelo, MyCoach, tout d'abord, qui grâce à la fourniture de caméras aux clubs de l'élite régionale, va permettre la captation, l'analyse et la diffusion du championnat R1 à Lyon. Cela concerne en particulier Sifour-le-Brusque, Carqueran-Lacroix. Escates ensuite, Société d'études des compétitions, coordination et relations de projets de rénovation énergétique, désormais associé au championnat R1 féminin. Un nouveau partenariat qui rentre dans la volonté de la Ligue d'accompagner les clubs puisqu'ils seront également équipés de dispositifs de captation vidéo. Enfin, le troisième point concerne la collaboration efficace et amicale que nous renforçons au fil des mois avec le district dont les présidents sont membres du bureau de la Ligue. Leur voix, et particulièrement celle d'André, sont prépondérantes et précieuses dans le processus de développement de notre football méditerranéen. Bonne assemblée à tous, et d'ores et déjà, car cela approche, je vous souhaite au nom de la Ligue et du président Éric Borghini de bonnes fêtes de fin d'année. Merci. Mourad, merci. Donc, on a écouté attentivement les propositions au niveau de la Ligue méditerranée, la mise en place du championnat à Léo, la mise à disposition des caméras. Et c'est une bonne chose pour les clubs. Ça leur permet, bien sûr, à travers la rencontre, déjà de filmer la rencontre et puis d'analyser, sachant que sur le site de la Ligue Méditerranée, après coup, apparaît les résumés des rencontres. Donc c'est un plus au niveau des éducateurs et des clubs. Nous, au niveau du district du Var, on n'est pas encore là parce qu'on travaille sur des partenariats, mais on a encore beaucoup de travail à faire, même si aujourd'hui, au niveau des recrutements, je vous parlais tout à l'heure, au niveau du secrétariat, on a recruté des personnes, comme je le disais, pour être encore plus proche de vous. Et on a également recruté une personne en alternance au niveau de communication pour, pareil, faire part des différentes actions que le district met en place. Et cette personne est également chargée à la base d'aller chercher des sponsors. Donc si demain, monsieur, on arrive à ramener des finances supplémentaires, c'est sûr qu'on pourra s'orienter également au niveau de notre DA. Pourquoi pas faire aussi bien que la Ligue, c'est-à-dire entre guillemets de donner une appellation d'un sponsor à notre D1 et qui nous permettra d'avoir des rentrées supplémentaires et de faire participer au maximum nos clubs varois. Parce que je le répète, le but, c'est surtout de travailler avec vous. Et comme je l'avais annoncé, on a également un juriste, vous avez dû vous en apercevoir au niveau des attendus, parce qu'on s'est aperçu au fil des années, malheureusement, c'est que pas tout le monde, et heureusement pour nous, mais certains clubs deviennent de plus en plus procéduriers et on se retrouve souvent dans des procédures qui aboutissent même au niveau du tribunal. Donc c'est pour ça que nous-mêmes là, on a apporté ce point supplémentaire d'avoir un juriste dans nos attendus. Donc voilà un peu, c'était la partie. Par contre, et puis il y aura notre trésorier qui vous fera un petit point de nos finances. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la fédération qui pratiquement doublait ses aides au niveau du club amateur. Moi, ce que je peux vous dire, c'est, vous rappeler, au niveau de la Ligue, il y a eu une nouvelle procédure concernant les mutations.
C'est-à-dire que jusqu'à présent, les mutations étaient payantes à partir des 18 ans, je ne me trompe pas, et là, ils les ont descendues jusqu'au U11. Et à partir de là, il y a une somme qui sera reversée au niveau du club dont les gamins ont été mutés pour un autre club, un tiers pour la Ligue et un tiers pour le district du Var. Alors moi, ce que je peux vous dire dès à présent, le tiers qui sera reversé au district du Var, donc sera mis en application et on le fera dès la fin de cette réunion, de cette assemblée générale. On remettra à chaque club présent. Je m'explique, c'est-à-dire que les personnes qui sont venues avec les pouvoirs, on demandera aux clubs qui ont transmis leur pouvoir de venir récupérer au niveau du district du Var. Donc on remettra à chaque club une tabelle. C'est peut-être pas grand-chose, mais c'est déjà un premier pas vis-à-vis de vous. Voilà, c'était l'information que je voulais vous donner. Sur ce, on va continuer donc notre assemblée et on va donner donc la parole à Ludivine Régnier. Au niveau de l'ordre du jour, donc intervention de Ludivine, qui va vous parler de ce qui était dit, détection, donc on la connaissait par rapport à ce travail-là, donc on va vous expliquer où on est et avec des nouveautés certainement, au niveau de certains championnats, 18 féminines sur le temps. Rebonjour à toutes et à tous, plaisir de vous revoir aujourd'hui. Donc mon intervention sera sur 2 points, des rappels par rapport aux obligations d'encadrement et aussi un petit rappel aussi sur les équivalences qui vont arriver fin 2027, fin juin 2027, les équivalences entre les anciens diplômes et les nouveaux en fin d'échéance. Donc des petits rappels pour justement vous projeter sur les journées complémentaires et surtout prévoir l'avenir pour ne pas être pris à défaut au moment venu. Et après, il y aura aussi une intervention par rapport à un nouveau projet au niveau de la Ligue sur les championnats U15 et U18 féminines. Donc juste pour rappel, obligation d'encadrement, vous savez, depuis 2020, on avait fait un projet sur plusieurs années sur les différents diplômes selon le niveau et selon les catégories. Et c'était surtout vous rappeler sur la saison qui est prochaine, 2026-27. Vous vous souvenez, avant, on était sur des CFF 2, 3, sur le niveau de D1. On était revenu par rapport à la réforme sur des niveaux CFI, pour permettre à vos éducateurs, même de niveau de D1, de se mettre à jour. Et on avait quand même prévu sur la saison 2027 de revenir sur le plus haut niveau de diplôme de la filière bénévole, justement pour qu'il n'y ait qu'un seul niveau d'écart de niveau avec la Ligue. Donc c'est pour ça que l'année prochaine, bien vous rappeler que sur les niveaux 1 en U13, ce sera CFI U18-13 ou DF Coach Jeune, on met le OU, parce qu'on essaie aussi de se projeter avec l'éducateur qui sera en U13 niveau 1 sur son année U14, notamment s'il venait à monter en R ou il reste en D1, avoir le DF déjà Coach Jeune. Ok. Tout ce qui est de U14 à U19, on sera sur du Coach Jeune. Donc, sur les seniors, c'est déjà le cas actuellement, on reste sur le DF Coach Senior. Et sur les niveaux D2, D3, on reste sur des CFI. On ne bougera pas là-dessus. C'est vraiment le changement, c'est les niveaux de D1. Donc déjà anticipé, ok, sachant qu'on vous laisse toujours le comité directeur avec les techniciens, on est tous en accord qu'il y a toujours ce laps de temps de la moitié de saison pour se mettre à jour. Mais prévoir déjà aussi ceux qui jouent la montée, par contre, ceux qui l'année prochaine accéderont en R, il faut l'avoir de suite. Donc prévoyez déjà les inscriptions aux formations, sachant qu'il y aura des promotions 2 de DF Coach Jeune et Coach Senior. Sur la deuxième partie de saison, c'est des formations dispensées au niveau régional. Donc anticiper, pour ne pas être pris à défaut en début de saison et nous appeler, demander des dérogations, nous appeler au secours. Nous, les règlements, on ne peut pas les déroger. Il n'y aura pas de formation en juillet et août. Tout est planifié, allez sur l'IR2F,
inscrivez vos éducateurs, anticipez pour pouvoir prétendre à être au niveau escompté par rapport à... Et surtout que l'éducateur qui est en place puisse garder son équipe. Voilà, c'était un petit rappel par rapport aux obligations. Et dans les équivalences, je crois qu'il y a la tablette. Pas grave, Nadia. Dans les équivalences. Tac. Ah, mais c'est pas grave. Juste pour rappeler que en juin 2027, toutes les équivalences, notamment CFFE 2 et 3, s'ils ne sont pas transposés en DF Coach Jeune, les éducateurs qui ont le CFF 2 et 3 attestés ou certifiés, s'ils n'ont pas fait leur journée complémentaire, ils reviendront à des CFI. D'accord? Donc actuellement, ceux qui sont attestés de CFF 2, CFF 3, doivent passer une journée de certification CFF, on en met encore en place, la prochaine par exemple c'est le 12 décembre, on a aussi en deuxième partie saison, il faut qu'ils certifient leur CFF pour pouvoir prétendre à s'inscrire à une journée complémentaire. D'accord, DF coach jeune ou DF coach senior. Ceux qui sont déjà certifiés, CFF 2 et 3, n'ont qu'une seule journée de complémentaire à faire. Et vraiment les envoyer sur ces journées. Sinon, ils resteront sur des équivalences de CFI. Et s'ils veulent passer les DF coach senior ou jeunes, ils devront passer formation complète. Donc entre une seule journée et des blocs de 2 fois 4 jours, 2 fois 3 jours ou 2 fois 2 jours, plus les certifications, je peux vous dire que ça serait dommage qu'un éducateur doive repartir à zéro, alors qu'il avait déjà fait les formations CFF 2 et 3. Donc là aussi, je vous mets face à vos responsabilités aussi d'accompagner. Après, si vous souhaitez qu'on fasse le point sur votre club par rapport à vos diplômés, il n'y a pas de problème. Vous m'appelez, on fait le point et on voit ceux qui doivent passer les certifications, ceux qui doivent passer les journées complémentaires, pour ne pas perdre leur diplôme actuel. D'accord? Donc vigilance aussi par rapport à ça. Des questions par rapport aux obligations, notamment aussi des équivalences? Mais après, vous savez, vous avez mon numéro, il n'y a pas de souci. Alors là, on va passer au deuxième sujet, un projet sur la pratique féminine. Donc ça, c'est un projet porté par la Ligue Méditerranée en collaboration avec les districts. Donc ce serait sur une réforme des championnats régionaux. Actuellement, on est sur un championnat U15 féminine, un championnat U18 féminine. Donc pour à la base de ce projet, il y a eu une réflexion élus et techniciens par rapport à l'existant, et notamment les évolutions de nombre de pratiquantes. Vous savez qu'au niveau national, elles sont garçons ou filles. Sur certaines catégories, on est en baisse, stagnation ou baisse. Donc là, ça nous a interpellés. On s'est posé la question du pourquoi. Est-ce que c'était par rapport à l'accueil dans les clubs? Peut-être aussi les pratiques qu'on proposait. Certaines peut-être, notamment on parle chez les filles, ne se retrouvaient pas dans le foot à 8 ou foot à 11. Est-ce que c'est le niveau? Est-ce que c'est aussi, quand on parle du niveau de championnat, est-ce qu'ils se retrouvent vraiment dans ce qu'on proposait? Ou est-ce que aussi par rapport à la réforme, notamment, vous savez que sur les U15 féminines et U18 féminines, on n'est pas sur du générationnel. Donc si par exemple je termine première de mon championnat U15 district, je ne bénéficie pas de ma montée. C'est pas moi qui vais aller en U15 Ligue, c'est la génération qui me suit. Donc aussi, peut-être on se disait, on perdait des filles aussi par rapport à ça. Je fais monter mon équipe en U15 Ligue, et moi je passe en U16 et je me retrouve encore en district. Donc le niveau escompté ne me plaît pas, donc, et moi je ne veux pas jouer en senior, donc j'arrête le foot. Donc, on s'est posé beaucoup de questions, d'où la réforme de passer à... Vas-y, Nat. Vas-y, Nat, s'il te plaît. Donc on a aussi regardé, là ça revient aux statistiques, les scores au niveau régional, avec beaucoup d'écarts, beaucoup de matchs avec des buts, des fois on voit des 7-0, des 11-0. Donc pour nous le niveau, on n'a pas forcément les meilleures équipes ou les meilleures joueuses qui sont dans nos championnats régionaux. Donc on s'est posé aussi des questions par rapport à ça. Vous voyez, les chiffres, ça fait quand même
pour des championnats régionaux, c'est alertant. Donc nous, en tant que techniciens, en observant aussi les matchs, on va voir aussi nos meilleures joueuses qui sont en sélection, on va aller voir les matchs. Des fois, on ne les voit pas, elles ne sont pas là, ou on n'a pas le jeu escompté, les projets de jeu, les observations que l'on souhaite. Donc là aussi, on s'est posé des questions par rapport au niveau. D'où aussi le contexte, où sont nos joueuses U16 féminines, les U15 qui passent en U16, d'accord? Parce qu'en fait, je suis une très bonne joueuse de ma génération. J'ai fait monter mon équipe U15. J'ai terminé première de mon championnat U15, où je maintiens mon équipe U15 féminine en région, et moi je passe en U16. On sait très bien que quand je passe en U16, c'est le championnat U18. Certaines de nos U16 ne sont plus alignées sur les feuilles de match. Parce qu'on fait d'abord jouer en priorité les U17, U18. Donc c'est encore des filles potentiellement qu'on peut perdre parce qu'elles ne sont pas forcément dans des championnats régionaux. Alors que jusqu'à présent, elles étaient en U15 League. Dans nos sélections régionales, elles arrivent en U16, elles ne sont pas alignées par leur éducateur parce qu'ils préfèrent faire jouer d'abord les U17, U18. Donc encore des filles potentiellement qu'on ne voit plus sur les terrains. Donc ça, c'est encore une réflexion par rapport à ça. Et, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas de montée générationnelle par rapport aux garçons. Donc le constat était là. Donc actuellement, comme je vous l'ai dit, on est sur une poule de 12 en U15, d'accord, avec des montées de U15 district. Ceux qui descendent 10, 11, 12 reviennent en district féminine. Et en 18, pareil, on est sur une poule de 12. Donc pour nous, actuellement, trop d'équipes par rapport à ce qu'on a vu, écart de score. Donc l'objectif, c'est de resserrer l'élite, d'accord, on passe à 10, et surtout, faire profiter une montée générationnelle. Donc la volonté, c'est de faire disparaître ce championnat U15R pour en faire un championnat U16R. Donc, ce qui serait présenté, donc, il va y avoir aussi une présentation dans chaque district en AG de Ligue la semaine prochaine. Donc, les modifications réglementaires seraient nomination d'un nouveau championnat. Donc, le U15FR serait remplacé par le U16FR. Les licenciés concernés seraient les U16, les U15. On permettra à des U14 de jouer. D'accord. Donc, d'abord proposer 6, puis 3, donc, à partir de la saison 27-28. Réflexion aussi, du coup, avec les districts, ça serait que les créations de championnats de district seraient plus des U18, mais des U17. Comme ça, nous aussi, nos générations U16, U17 profiteraient de leur montée. Si je termine première de mon championnat U17 district, je monte en championnat U18. C'est moi, ma génération, mon équipe. Comme les garçons. Okay. Et du coup aussi, on aurait une qualification, au lieu de 12, on serait sur 9 ou 10 meilleures équipes de U15 FR pour le championnat 26-27 en catégorie U16R. Donc ceux qui terminent dernière des U15R redescendent en district. Les meilleurs U15 feraient potentiellement partie du championnat U16. Okay, plus les montées des districts. Ouais. Donc on passerait vraiment sur des générationnels. Et ce qui est nous au moins, on aura un intérêt aussi, ce sera attractif pour nos joueuses, pour les clubs, pour les coachs, dans leurs projets. Parce que aussi un coach qui termine premier de son championnat U15R et que quand il bascule en U18, il est obligé de repasser par la case district pour pouvoir prétendre à remonter en championnat U18F. Régional. Donc c'est repartir à zéro. Okay, donc là, ils bénéficieraient de leur montée générationnelle pour rester dans le championnat U18. Par contre, pour en arriver là, différentes étapes. Donc déjà, présentation du projet par le DTR qui a été fait la semaine dernière au comité de direction de la Ligue, approuvé dans son ensemble. Après, il faut revoir encore le
mécanisme qui n'a pas encore été bien établi. En tout cas, sur le changement de nomination des championnats, ils sont d'accord. Du coup, par rapport à ça, il y aura des réunions de concertation entre clubs, élus et conseils techniques. C'est vraiment nous les conseils techniques, le TER, on a fait émerger ces réflexions, on a proposé des solutions à nos élus qui étaient en accord, mais on ne va pas décider seul. Nous, on conseille, on propose et surtout on travaille en collaboration avec nos élus et nos clubs. Donc il y aura des réunions plusieurs fois en deuxième partie de saison pour pouvoir nous derrière refaire une réunion à l'ETR pour vraiment finaliser le projet et le représenter au comité de direction. Si c'est validé, il y aura un vote en AG de ligue en été. Et nous, du coup, derrière, si c'est voté, on fera la même chose au niveau du district. Élus techniciens et les clubs, on élaborera un projet pour nos championnats U15 et U17. Je pense que c'était la fin. Ouais, c'était la fin. Ouais, c'était la fin. Avez-vous des questions par rapport à ça, Dédé, comme tu étais à la présentation de Nicolas, comme tu as connu la présentation de Nicolas, est-ce que tu as un petit mot à rajouter par rapport à ces projets? Les clubs, hein, je pense que c'est une bonne nouvelle pour vous, pour les projets. Regardez aussi vos filles, que l'idée c'est de fidéliser, rendre attractive la pratique. Donc je pense que déjà, en termes de mutation, etc., parce que c'est vrai qu'il y a des clubs qui bénéficient aussi du fait qu'ils étaient en U15, en U18 Ligue, ils pouvaient attirer des filles de d'autres clubs, parce que certains clubs redescendant d'ici. Là maintenant, on sera vraiment comme les garçons sur des projets de génération. Et vous pourrez garder vos filles dans vos clubs si vous bénéficiez de votre montée. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi pour vous, pour vos projets de club. Si vous n'avez pas de questions, en tout cas, merci de votre écoute. N'hésitez pas, si besoin, sur le plan technique, sur différentes thématiques, à m'appeler. Je serai à votre service, à votre écoute. Merci. De licenciés. Donc c'est vrai qu'également au niveau de la commission technique régionale, il y a un travail qui est fait dans ce sens-là pour essayer d'intéresser plus que jamais les licenciés féminines sur la création, comme vient de l'expliquer Livine, de ces différents championnats et ces modifications. Après, il faudra voir au niveau des clubs la faisabilité. On en revient toujours au même problème. Le projet est intéressant. Après, le mettre en pratique, peut-être pour certains clubs, ce sera beaucoup plus compliqué. Mais bon, le but, c'est de continuer à avancer dans ce football féminin et également que les licenciés de ce football prennent du plaisir et qu'ils progressent au maximum. De façon que peut-être un jour, parce que jusqu'à présent, quand on voit notre équipe nationale, qui n'est pas trop mal, mais qui n'arrive pas à gagner un titre, en espérant qu'à l'avenir, on aura l'occasion d'avoir cette équipe remporter un titre, ne serait-ce de championne d'Europe, de Coupe du Monde. Voilà. Donc, on va continuer. Je vais donner la parole à David Lopris, donc notre trésorier général adjoint. J'excuse M. Jean-Bert Piston, qui est absent pour cette assemblée, qui est retenu pour des raisons personnelles. Donc, David, je te laisse la parole pour expliquer un peu. Bonjour à toutes et à tous. Je vais être assez rapide parce que vous avez eu tous les tableaux des bilans et des comptes d'exploitation. Vous aurez remarqué que le bilan est positif, sont très légèrement positifs. Ces comptes ont été validés par notre commissaire aux comptes qui aurait dû être là. Et on va l'appeler car réglementairement dans cette assemblée, le commissaire aux comptes doit valider les comptes et nous allons l'appeler à l'issue de notre petite élocution pour pouvoir lui permettre à M. Davout de certifier les comptes. Globalement, au niveau des actifs, nous avons les rentrées habituelles des clubs, mais nous avons un poste qui a été vachement amélioré, c'est les créances des clubs qui rentrent beaucoup plus facilement. Ça a été notamment aidé par les changements de règlement qu'a fait notre bureau directeur à la dernière année. Donc
Plus simplement dit, les clubs payent de mieux en mieux ce qu'ils doivent au district du Var. C'est une bonne nouvelle pour les rentrées au district du Var, qui peut mieux gérer donc, du coup, ses comptes, mais c'est aussi un petit signe d'une bonne santé générale et une amélioration de la gestion de nos clubs, donc on peut s'en féliciter. Au niveau du passif, moi je soulignerai, sans donner de chiffres, je soulignerai le travail d'Agassim, qui est notre comptable, et qui, au-delà de compter chaque euro, il n'a pas une gestion, on va dire, bête de serrer les comptes. Il a une projection, il a vraiment une ambition de se projeter comme un comptable d'un district du Var, de se mettre dans la peau d'un gestionnaire du district du Var, et chaque euro qu'il dépense, il essaye de le mesurer avec la motivation, avec l'envie de bien faire, et c'est vraiment un plaisir et une force pour nous de l'avoir dans notre équipe. Donc merci à Gassim pour ce travail que tu fais sur toutes les dépenses et sur la gestion globale de la comptabilité. On peut l'applaudir. En conclusion, on va dire que la gestion saine qu'impulse notre président et ses membres en gestion aussi en père de famille et peser chaque euro est vraiment essentiel. Alors parfois, nous membres, on aimerait qu'il lâche un peu plus certains budgets, mais grâce à ça, nous avons une tenue des comptes irréprochable. On peut aussi, j'aimerais aussi, et Jean-Bert Quiston, le trésorier, m'a demandé de vous le préciser, il y a des subventions à l'ANS, des demandes de subventions qui vont s'ouvrir comme chaque année en mars 2026. L'intégralité des clubs y ont droit et les critères sont bons pour tous les clubs, petits, grands, moyens. Il y a 10 clubs sur 150 l'année dernière qui l'ont demandé. Il suffit d'aller sur le site de l'ANS, de remplir la demande de subvention et la subvention est automatique, donc c'est des rentrées d'argent potentielles pour les clubs. C'est facile à dire parce que je suis moi-même président de club et mon club ne l'a pas fait. Il faut tous qu'on s'y mette. Il y a des subventions, donc je suis aussi impliqué, donc il y a des subventions à aller chercher, allons les chercher à l'ANS, donc je vous le rappelle. Et donc je vais appeler notre commissaire au compte. Il va, j'espère, me répondre. Et vous le passez à travers ce micro. Je n'ai jamais fait ça, mais c'est vrai que ça se fait. J'aimerais vous mettre le micro en haut-parleur pour que vous puissiez faire couper les comptes. Bien. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous prie d'abord d'excuser mon absence due à des examens à Paris hier qui ne m'ont pas permis de rentrer dans les temps. En ce qui concerne la certification des comptes, alors je ne sais pas s'ils vous ont été présentés ou s'ils vont vous être présentés, parce qu'il y avait un changement d'ordre entre l'ordre du jour et le support qui m'a été communiqué hier. Donc, on n'a pas donné de détails. On n'a pas donné de détails. Oui, mais vous avez présenté les comptes. Tout le monde a eu le bilan, voilà. Tout le monde a eu le compte de résultat. Très bien. Donc je vais vous donner comme habituellement une lecture diagonale de mon rapport qui est un exercice un peu codifié et dont tous les paragraphes n'ont pas la même valeur à l'égard de la décision de l'Assemblée. Donc mon opinion sur les comptes, notre opinion, puisque bien évidemment il s'agit d'un travail d'équipe au sein du cabinet APT Audit, nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français réguliers et sincères, donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice 2025, ainsi que de la situation financière et du patrimoine du district au 30 juin 2025. Ensuite, en ce qui concerne la justification de nos appréciations, nos diligences ont particulièrement porté sur le caractère approprié des principes et méthodes comptables appliquées, l'adéquation de la présentation en annexe, le caractère raisonnable des estimations significatives et la présentation d'ensemble des comptes. Sur le plan des vérifications spécifiques, nous n'avons pas d'observation sur la sincérité et la concordance avec les comptes des informations qui ont été adressées à l'Assemblée générale.
Enfin, dernier point, naturellement, les comptes ont été arrêtés par le comité de direction le 13 novembre dernier, qui est également la date à laquelle notre rapport a été émis. Voilà, je voulais juste préciser, au cas où ceci n'ait pas été dit, que vous avez à l'ordre du jour, dans quelques résolutions, la nomination d'un commissaire aux comptes suppléant. Ceci s'inscrit dans le cadre de la loi. La société A.P.T Audit étant une société unipersonnelle, il est nécessaire qu'en cas d'indisponibilité de type maladie, empêchement qui empêchera le commissaire aux comptes de réaliser sa mission, un commissaire aux comptes suppléant soit nommé. C'est un commissaire aux comptes qui n'intervient qu'en cas d'empêchement du titulaire. Merci. Je vous en prie, je vous souhaite une bonne assemblée. Merci. Au revoir. Donc voilà, on en a fini avec le rapport financier, donc on reste évidemment à votre disposition si vous avez des questions ou quelque interrogation que ce soit. Merci. On va passer donc à l'approbation. Donc, l'affectation du résultat. Oui. Et le vote du bilan aussi. C'est un tout. C'est l'affectation du résultat. Oui, l'ensemble, oui. Affectation donc, du résultat et bien sûr le vote qui s'ensuit. L'ensemble. Le vote est ouvert. Donc, un vote. On s'arrête là. Pas plus loin par rapport à l'image. Le vote est fermé. Non, non, je sais pas, je suis derrière, je vois pas. Pour donc 97,2% contre 2,8%, donc le vote est adopté. Merci. Donc nous allons faire un petit break. On va remettre quelques médailles qui vont, je l'avais dit, à l'Assemblée d'été. La remise donc, des médailles, soit on a fait pendant, mais pas après, parce que la plupart du temps, je comprends que l'Assemblée, sont dans ces parties, on se retrouve que quelques-uns à remettre des médailles. Donc je vais appeler M. Jean-Paul Ruiz. Moi, ce que je peux dire, c'est qu'au niveau du district du Var, c'est une pièce vraiment indispensable. Moi, ce que je peux vous dire pour être souvent donc, au district, Jean-Paul, c'est autre que salarié. Il passe ses journées au district. Autre que salarié. Mais ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il passe ses journées au district, il accomplit un travail phénoménal, à tout point de vue, tout ce qui est équipement, tout ce lorsqu'on fait les plateaux de Noël, on prépare tout ce qui est chocolat, commande, équipement,
Donc aujourd'hui, on me demande si je me donnais l'idée de partir, on serait vraiment très, très embêtés. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vous remettre de la part de la Fédération française de football, donc la plaquette. Mais il est surpris parce qu'il n'est pas du tout au courant. Il croyait qu'il avait passé le commande, mais c'est pas le cas. Voilà, je parle donc au nom du district. Je n'avais pas pensé aujourd'hui recevoir cette maquette, parce que je pensais que c'était à moi, non, c'est pas ça, je suis désolé. Voilà, et je vous remercie à tous. C'est vrai qu'au lycée du Var, peut-être je fais beaucoup de choses, mais c'est parce que ça me plaît, sinon si ça ne plaît pas, on ne ferait pas. Voilà, donc, puis bon, on est une bonne équipe, voilà, donc je vois pas pourquoi, je ne ferai pas ce que je dois faire et que je le fais bien volontiers. Voilà, je vous remercie. Je suis rassuré à travers ces propos et continuer avec vous. C'est une chose qui m'inquiète. Voilà, on va continuer. Je vais appeler Pascal Baron, qui est également qui va recevoir une médaille donc, de la fédération. Voilà, donc Pascal également, du football, vous le connaissez, c'est l'entraîneur des PTT Toulon Vital, et président également, au même titre que vous, c'est une personne qui offre beaucoup pour le football ballon, et ça c'est important, très dévoué également, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, notre directeur de la Fédération française de football, vous remet donc la Fédération française. Du coup, je suis surpris, mais agréablement surpris, merci beaucoup. Ça reste en récompense du club, en fait, sur cette médaille, tous les bénévoles qui travaillent avec nous. Dans mon club, on est 30 bénévoles quand même. Donc, voilà. Présent. Donc, on remettra une autre occasion. Voilà, merci pour ces remises de médailles. Donc, monsieur le sénateur, on va vous quitter parce qu'il y a d'autres obligations. Je le remercie encore pour sa présence. Je lui dis à très bientôt, sachant que j'en ai profité pour discuter avec lui. Il a une même salle à Néoul, et comme on est toujours à la recherche de salles, éventuellement peut-être qu'on ira faire un petit tour dans la commune de Néoul. C'est carrément d'accord avec ça. Sachant que l'année prochaine, j'espère que je connaîtrai le maire de Néoul, parce que vous savez qu'au mois de mars, il y a un rendez-vous important. Moi, en tout cas, je sors du système, donc je vais parler politique. J'ai fait 43 ans à la mairie de Néoul et j'ai décidé, on a parlé de Michel Bomis, de ne plus me représenter ni à la mairie ni au Sénat. J'ai assez fait de mal comme ça. Allez, bonne soirée et puis passez une bonne fête. Également avec des occupations, donc la bourse juillet. Donc, encore merci pour votre présence.
sélections. Donc, merci encore. Bien, donc dans le fil de l'ordre du jour, je vais donner la parole à Cathy Dardon, qui va vous parler du plan d'engagement de la PAF. Je vais vous donner plus de précision. Cathy. Merci, bonjour à toutes et à tous. Donc là, je vais vous parler aujourd'hui du plan d'engagement de la Fédération française de football qui a été mis en place depuis 2 ans. Donc c'est une des priorités de la fédération. Donc je suis pour le district du Var la référente du pôle engagement, donc je me dois de vous présenter. Donc le plan se décline en 4 axes, avec la lutte contre toutes les formes de violence et de discrimination, le développement de la citoyenneté, de l'inclusion, de l'insertion professionnelle, l'engagement environnemental et le développement de la mixité et de la féminisation. Pour cela, la Ligue a signé la charte des 15 engagements avec 4 piliers majeurs: limiter, mesurer l'impact environnemental, agir pour une économie plus responsable, lutter contre les discriminations, informer, sensibiliser et former. Donc, ce plan d'engagement, il a pour objectif, en axe 1, donc la formation des encadrants, une augmentation de licenciés sensibilisés à la lutte contre les violences et les discriminations. Et les membres des commissions de discipline doivent être sensibilisés à cette priorité. En axe 2, l'accompagnement de l'insertion professionnelle et la création de postes d'éducateurs sportifs, socio-sportifs. En axe 3, la création et le déploiement d'un e-learning de 100% des jeunes licenciés dont les clubs sont engagés dans le programme éducatif fédéral aux questions environnementales et la réalisation d'audits énergétiques. Et l'axe 4, c'est l'objectif, et c'est ce qui a été développé la semaine dernière par le président de la fédération, 500 000 licenciés féminines donc en 2028, il me semble, et permettre l'accueil de toutes et tous au sein des clubs. Donc tout ceci, ce sont des priorités et on est tout à fait conscient que ça sera difficile à atteindre, mais si on ne sensibilise pas les gens, les clubs et le district également, donc il faut sensibiliser toutes les instances et les clubs à ces engagements. La Ligue de Méditerranée accompagne le district du Var à s'engager dans une stratégie RSO construite et organisée grâce à un appui conseil collectif. Donc, ce plan d'action est prévu lors de la journée de la finale départementale du festival U13 Beach. Donc on est en train de travailler avec la Ligue pour décliner et proposer à tous les clubs un engagement sur ces axes prioritaires. Si vous voulez des informations et puis un appui, l'IR2F, l'Institut de formation, organise une formation développer la responsabilité sociale de son club. Il me semble qu'il y a déjà un club qui a fait cette formation. Vous pouvez contacter la Ligue et ils verront vous organiser cette formation dans vos clubs. Limiter, mesurer l'impact environnemental, lutter contre les discriminations, agir pour une économie plus responsable, informer, sensibiliser et former. Ce sont les 4 grands axes. Donc, parallèlement, les nombreux dispositifs Fédération française de football et nationaux destinés aux clubs ont été lancés dans cette première partie de saison. Les inscriptions sont en cours. Donc tout ceci, c'est des priorités que vous connaissez, des projets qui rentrent dans le projet club. Donc c'est surtout un rappel parce que les dates butoirs sont proches. Donc vous avez le trophée Philippe Seguin. Donc la date butoir est au 8 décembre, donc c'est bientôt.
Pour ceux qui ne connaissent pas trop le trophée de la Fondation, c'est de promouvoir des initiatives sociales et citoyennes mises en œuvre dans le monde du football et encourager la diffusion à grande échelle des meilleures bonnes pratiques identifiées en s'appuyant sur l'expertise des clubs et en mobilisant les porteurs de projets. Il y a plusieurs clubs varois qui ont déjà été récompensés par la Fondation. Alors, un autre projet qui me tient à cœur particulièrement, c'est le projet Tout Foot. Donc, c'est l'engagement des clubs, le dépôt d'actions spécifiques. Le but est de développer la pratique, favoriser la prise de responsabilité et permettre l'inclusion des femmes dans les instances. La date butoir est le 15 décembre. Pour rappel, ce projet, donc, tous les clubs engagés dans le dispositif Tout Foot et qui ont déposé au moins une action auront un bon d'achat Nike de 300 €. Et après, vous avez la possibilité, si vous êtes lauréat départemental et nationaux, d'aller à Clairefontaine. Il y avait également donc, le programme éducatif fédéral, mais ça je pense que tous les clubs le connaissent, puisque ça fonctionne depuis quelques années. Et puis il y a des très très belles actions qui sont faites et proposées par les clubs. Et vous avez également donc, Puissance Foot. Donc c'est un projet qui est plus récent. Et donc l'objectif c'est d'aider les jeunes licenciés à concilier réussite sportive et réussite éducative, permettre aux clubs de jouer un rôle actif dans la prévention de l'illettrisme et la lutte contre l'échec scolaire. Et donc celui-ci c'est tout au long de l'année. Voilà, donc moi je voulais juste vous présenter tous ces projets, vous dire que la Fédération, la Ligue et les districts sont à votre écoute et que ces projets peuvent vous permettre d'avoir des bons d'achat, d'améliorer toute l'action avec l'engagement citoyen entre les clubs, puisque un club c'est aussi un lieu de rencontre et d'échange, et c'est aussi permettre à tous nos jeunes de bien vivre ensemble. Je vous remercie pour votre écoute. Merci Tati pour ces informations concernant l'assaut, l'engagement. C'est tout un programme qui est mis en place par la Fédération française de football. On continue donc notre ordre du jour et on va passer aux modifications des textes. Donc, je crois qu'il y a 3 modifications. Donc, je vais donner la parole à notre secrétaire général, Bruno Jiménez. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme vient de le signaler Dédé, on va commencer. Il y a 3 textes à modifier. Alors, le premier, ce n'est pas une modification, je tiens à le préciser. Vous allez comprendre de suite, puisque certains clubs ont été en délicatesse avec cet article concernant les convocations, l'article 53. Voilà. Donc, il y avait de l'incompréhension, quelque part, on va dire, entre le texte et ce que les clubs pouvaient retenir. Donc, on a modifié le texte, mais on n'a pas modifié le contenu. Donc, c'est une modification d'écriture, on va dire. Voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, les convocations devaient arriver le mercredi 18h de la semaine précédente la rencontre. Voilà. De manière à ce que la commission des calendriers qui se réunit, elle, le jeudi, puisse avoir tous les dossiers des clubs pour étudier les convocations et, entre guillemets, épingler les retardataires. Voilà. Donc il y avait une histoire de 10 jours. La commission se réunit le jeudi. 10 jours avant. Donc on avait, dans les règlements, été bloqué la réception des convocations mercredi 18h, de manière à ce que le jeudi matin, le secrétariat ait le temps de préparer les dossiers pour les transmettre le jeudi après-midi à cette commission de contrôle des convocations. Donc voilà, il y avait un malentendu ou une mauvaise interprétation entre les 10 jours de la réunion des calendriers et l'heure de convocation le mercredi 18h. Donc nous avons modifié on a enlevé dans la nouvelle écriture, pas dans le nouveau texte, dans la nouvelle écriture, nous avons plus parlé de la commission des calendriers 10 jours avant la rencontre, parce que ces 10 jours portaient à confusion. Donc nous avons simplement modifié l'heure
de réception des convocations. L'ancien texte disait le mercredi 18 h de la semaine précédente la rencontre. Des clubs nous ont fait part, si on a oublié, on est bénévole, on travaille, le temps de finir, envoyer une convocation pour 18 h le jour même, c'est compliqué. Donc on a reculé l'heure de réception à 23 h. Il faudra qu'on reçoive au niveau du secrétariat vos convocations le mercredi 23 h, dernier délai de la semaine précédente la rencontre. Voilà. Donc le changement il est là, voilà, tout simplement. Donc, pour faire clair, net et précis, vos convocations doivent vous arriver le mercredi 23 h de la semaine précédente la rencontre. Pas mercredi qui précède la rencontre, la semaine précédente la rencontre. Donc la modification, elle est au 23 h et après on a voulu éclaircir le texte. Donc je vais vous faire grâce de le lire parce qu'il y a 3 pages, vous l'avez reçu, hein, s'il y a des questions on pourra y répondre. Mais voilà, donc les seuls changements se situent là. Nous précisons également que les modifications d'horaire, par contre, les modifications d'horaire doivent avoir lieu, mais ça c'était dans l'ancien texte, le lundi 17 h 30 de la semaine précédente la rencontre, cela. Et là on parle uniquement de modification d'horaire. Voilà. Voilà tout ce qui est à retenir. Alors, autre chose, pour être clair. Quand on parle de mercredi 23 h pour la semaine précédente des rencontres, on parle de rencontres prévues au calendrier. Voilà. Maintenant, il peut y avoir des matchs de retard qui sont joués des fois, malheureusement, le mercredi. Il peut y avoir des matchs reprogrammés. Donc, il peut y avoir des matchs de Coupe du Var joués le mercredi. Alors, l'article, il y a bien une part qui concerne les rencontres du calendrier. Et pour les rencontres de rattrapage ou les rencontres remises, là par contre, on vous demande, l'article il est clair, de nous envoyer vos convocations 10 jours avant. Un match a lieu le mercredi, on compte 10 jours avant, vous devez nous envoyer les convocations. Là oui, on parle de 10 jours avant, mais uniquement pour les matchs remis ou reportés. Voilà. J'espère et je pense avoir été clair. Voilà. Alors il faut savoir que c'est très important puisque quelques clubs se sont fait épingler depuis le début de la saison. Si les convocations n'arrivent pas dans les délais, malheureusement, on appliquera le règlement tel qu'il est écrit, c'est-à-dire qu'aucun horaire ne sera publié, un dossier sera fait pour la commission des statuts règlements et le club aura, on va dire, match perdu. Voilà. Donc c'est quand même assez important, c'est quand même assez grave. Donc voilà, on a tenu à essayer de clarifier le texte en espérant qu'il le soit. Mais voilà. Donc, à ce sujet, avant de passer au vote de cette clarification, s'il y a des questions, je suis prêt à y répondre. Monsieur Paco. Bruno, la date d'effet, c'est bien sur la saison 2026-2027 ou ça prend effet en janvier 2026 Alors, ça prendra effet, là, la modification prendra effet pour 26-27. On ne peut pas modifier un règlement en cours de saison. Donc, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au mois de juin, vos convocations doivent nous arriver le mercredi 18 h pour les rencontres au calendrier. Donc, on connaît les calendriers avant. Hein. Au jour d'aujourd'hui, on sait où vous allez jouer au mois de mai. Donc, prenez bien vos dispositions. Nous, ça nous embête que les matchs ne se déroulent pas. Hein. On est là pour jouer au football hein, comme vous. Donc voilà. Mais ces modifications-là à 23 h rentrera en compte uniquement pour la saison à venir. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant ces convocations? Non? Alors, écoutez, si tout le monde est d'accord, on va passer au vote. Il y a d'autres questions? Le vote est ouvert.
Le vote est fermé. Voilà, je ne vois pas le pourcentage de là, mais bon, 99,4%, ça a été validé. Très bien. On va passer au deuxième texte. Alors là, c'est pareil. C'est une modification sans en être une. On va parler de l'article 88 des règlements sportifs concernant les licences de dirigeants. Voilà. Au niveau d'un ancien texte, il était précisé que bon, qu'il fallait des dirigeants. Je parle au niveau des jeunes sur le banc de touche. Il y a un article dans nos règlements à nous, c'est pas précisé spécialement. Dans les règlements généraux, c'est précisé qu'en jeune, on avait l'obligation d'avoir au moins un dirigeant sur la feuille de match, sinon le club s'exposait à des sanctions. Sanctions, ça veut tout dire et rien dire. Alors nous avons clarifié ça. Voilà. S'il n'y a pas au moins un dirigeant sur le banc de touche, le match n'aura pas lieu et le dossier sera transmis à la commission des statuts règlements avec risque de perdre le match. Là, il y a le risque, la situation sera étudiée. Voilà. De même que si vous avez un dirigeant sur le banc, ça s'est passé cette année, un seul dirigeant sur le banc, si ce dirigeant se fait expulser, le match sera terminé. Il n'est pas question de laisser des enfants de 14 ans, de 15 ans se gérer tout seuls sur une rencontre. Donc, là, nous avons clarifié, là aussi c'était quand même, au jour d'aujourd'hui, c'était toujours dans les règlements, mais là on l'a précisé dans l'article 88, s'il n'y a pas au moins un dirigeant pour les matchs de jeunes, on précise bien pour les matchs de jeunes, la rencontre n'aura pas lieu. S'il y a un dirigeant mais qui se fait exclure, la rencontre sera terminée. On ne laisse pas des enfants livrés à eux-mêmes. Voilà. Donc s'il n'y a pas de questions, s'il y a des questions, non, alors on va passer au vote. Le vote est ouvert. Le vote est fermé. Voilà. Ça a été accepté à 86%. Très bien. Dernier texte, dernière loi, alors là, c'est pareil, c'est une clarification concernant l'article 93 du statut de l'arbitrage. L'ancien texte. Là encore, on parle uniquement pour un club n'ayant que des jeunes. On ne parle pas de club de seniors, avec une équipe senior. Une équipe pour l'ancien texte. Pour les clubs uniquement de jeunes, il est prévu des obligations suivantes au niveau des arbitres. Une équipe au moins en division supérieure de district doit fournir un arbitre. Donc, voilà, une équipe, un club où il n'y a que des équipes de jeunes, vous êtes en D1, vous avez l'obligation de fournir un arbitre. Voilà, ça c'est les statuts d'arbitrage, sous peine de muter en moins, etc. Voilà. Il est précisé après, par contre, autre niveau de district, toujours pour des clubs qui n'ont que des jeunes, chaque district, les districts, nous, fixeront le nombre d'arbitres à fournir, 1 ou 0. Alors, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté qu'on dise 1 ou 0, on a clarifié la chose. Donc nous, on vous propose qu'il n'y aura aucune obligation de fournir des arbitres pour un club ayant que des jeunes et qui ne participent pas à la plus haute division de district. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des clubs qui n'ont que des jeunes, ils sont en D2, vous n'aurez plus l'obligation, tout ça sera officiel, de fournir un arbitre. Donc plus d'amende pour ce côté-là et plus de mutés en moins de ce côté-là. Voilà, donc là je pense que c'est quelque chose qui va en notre faveur et je pense que le vote va le montrer. Donc s'il n'y a pas de questions, on attend un peu, bien évidemment. Le vote est ouvert.
Eh bien, on va fermer le vote. Voilà. Ça a été élu à 89%. Voilà. Ben, écoutez, j'en ai terminé. S'il n'y a pas de questions, je vais rendre le micro à M. Vitier. Bien, on était en assemblée générale ordinaire, on va passer en assemblée générale extraordinaire. Pourquoi courant de cette saison, nous avons eu 2 démissions au niveau du comité directeur du district Loire, donc pour convenance personnelle. Donc de ce fait, comme le statut le propose, nous devons renouveler ces 2 noms. Donc il y a eu la candidature, disons que la candidature, vu le nouveau mode où c'est une liste qui est mise en place par la tête de liste, donc j'ai souhaité solliciter 2 personnes pour venir nous rejoindre au niveau du comité directeur. Donc ces 2 personnes ont répondu favorablement, mais malheureusement une des 2 personnes, lors de la remise de son dossier, a oublié un élément qui a fait que la commission électorale du district n'a pas pris en compte sa candidature. Cela veut dire qu'aujourd'hui, on va remplacer un seul membre, ce qui nous permettra, lors de l'Assemblée d'été, de reprendre la personne qui n'a pas effectué son dossier correctement. Donc la candidature prévue, c'est M. Fabrice Potvin. Il n'est pas cause, ça. Non, c'est pour donc c'est Fabrice Potvin qui va se présenter donc, au niveau du comité directeur. Je vais lui transmettre le micro pour qu'il nous dise un petit mot. Même si c'est pas parce que ce serait, même si on te connaît, que tu te présentes les personnes qui sont présentes. Bonsoir à tous pour ceux que j'ai pas vus. Mais écoutez, bonjour. Juste un petit mot. J'ai accepté volontiers de rejoindre le comité directeur parce que je suis un amoureux du football et je suis convaincu qu'on peut faire évoluer les choses et donc je suis déterminé à ça. Voilà la raison pour laquelle je rejoins le district de Var. Merci à tous. Donc, on va passer au vote. Donc, le comité directeur J'en ai 30 déjà. Il y a un petit effort pour arriver à 59. Il suffit de le demander, je crois. Très bien, le vote est fermé. C'était moi, j'avais pas envie de voter. Donc, Fabrice Potvin. Donc, vient nous rejoindre au niveau du comité directeur, qui est un sport sympathique, donc à 80,6%. Très bien, merci pour Fabrice. Donc, nous allons continuer au niveau du vote. Juste une précision, donc les 2 personnes, je vais vous le dire, qui ont démissionné.
c'est M. Alberto Portela et M. Albert Batalano. Voilà. Donc, du fait de la démission de M. Batalano, il était en binôme avec moi au niveau des assemblées de ligue. Donc, de ce fait, on doit le remplacer. On va participer à un nouveau vote pour ce binôme, où le titulaire, c'est moi-même, et le suppléant, ce sera M. Mehdi Bensala. Voilà, c'est juste quelque chose à régulariser au niveau de ce binôme. Donc là également, nous allons passer au vote. Le vote est ouvert. Donc le binôme est adopté donc, à 94,8% contre 5,8%. Merci pour Mehdi et moi-même. Donc au niveau de l'Assemblée extraordinaire, c'est terminé. Nous allons passer aux questions diverses. On est à notre écoute. Si vous avez des questions diverses. C'est qu'on arrive en fin de l'Assemblée. Moi, je voudrais parler de l'arbitrage. On a des difficultés pour avoir des arbitres sur tous les matchs. Une petite idée, c'est de soumettre seulement 2 arbitres pour la D2 et le 3e, on pourra en disposer pour arbitrer chez les jeunes. Ça libérerait à peu près 60 arbitres par week-end. Voilà. Donc ça permettrait d'étoffer davantage ça permettrait d'étoffer davantage le corps arbitral pour les jeunes. La D2, on met 2 arbitres, on met un officiel et un de touche, et ça libérerait un arbitre par contre. C'est une idée, après je ne sais pas si ça ne va pas être sur une boîte pour la prochaine assemblée éventuellement, mais je pense que c'est une idée qui permettrait d'avoir davantage d'arbitrage chez les jeunes. Alors, Thierry, moi je vais te répondre, ça t'en revient parce que cette semaine, nous avons transmis au niveau de la CDA ce que tu viens de soulever. C'est-à-dire qu'en 2 mots, nous on est parti surtout pour le football féminin. On s'aperçoit que depuis la saison, il n'y a pas d'arbitre sur ces matchs-là, ce qui est anormal. Donc on avait suggéré à la CDA donc, de nous mettre un arbitre sur ces rencontres-là, surtout qu'il y a 4 rencontres, c'est énorme, 4 rencontres, sachant qu'il y a aussi des classes féminines, et on leur avait suggéré ce que tu viens de dire, dans le cas de récupérer un arbitre pour officialiser sur le rencontre pour le rang d'arbitre. Bon, à notre grande surprise, on a eu une réponse en 2 mots. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que on a un petit souci avec certaines personnes. Nous, on nous fait un retour en 2 mots, c'est pas à nous, c'est nous, politique directeur, c'est pas à nous de décider, ça nous a fait plaisir. Hein. Et à partir de là, on m'a invité, si ça ne me convenait pas, à faire des désignations par rapport à leur proposition pour leur faire la CDA. Donc, sachant que on ne va pas en rester là, c'est perdre de ce domaine-là, on ne peut pas tolérer des propos de la sorte. De ce fait, on va s'appeler à ce que, à l'avenir, on ait cette possibilité, je ne saurais pour la saison prochaine, au moins de mettre ça en place. C'est du bon sens, simplement. C'est du bon sens. Tout à fait, tout à fait. Oui, oui, donc pour vous répondre un petit peu, donc Dédé nous a expliqué, effectivement, nous, on a fait comme vous, on a eu la même idée. Quand il y a 3 arbitres, un jeune, 17 D1, on peut en enlever un, on en récupère à chaque fois. Donc, je ne vais pas revenir sur la réponse que nous a fait la personne en question, mais par contre, à leur décharge, quand même, ce qu'il faut dire, c'est que
On était convaincus, nous aussi, que ça pouvait se faire aussi facilement, mais non, ça ne peut pas se faire aussi facilement. Ça peut se faire, ça méritera une réflexion, mais le fait d'enlever un arbitre, bien souvent, on casse le trio. Parce que les arbitres, il faut savoir qu'ils peuvent arbitrer que 2 matchs dans le week-end, et que bien souvent, ils sont en trio. C'est-à-dire que les 3 qui font un match, ils font souvent, pas tout le monde, mais ils font souvent un match qu'il y a derrière, donc on peut pas. Ça peut être compliqué d'en enlever un, c'est pas aussi simple, mais par contre, on est convaincu avec le président et on va dans votre sens. Il y a quand même une possibilité de ce côté-là. Donc, il y aura peut-être des difficultés. Les difficultés sont faites pour être réglées, donc on va régler cette difficulté, mais on va partir dans ce sens-là. Tout à fait. Mais croyez pas que c'est aussi simple. Tiens, j'en enlève et je le mets là. Non, il y a quand même une désignation, il y a quand même une distance à faire, il y a quand même. Voilà, je voulais vous donner cette précision. Merci Bruno. S'il y a d'autres questions, on est à votre disposition. Une petite question, quand tu dis on enlève un arbitre de D2, tu parles de la D2 senior. Il y a 12 matchs, si tu enlèves un arbitre sur chaque truc, ça fait que 24 arbitres supplémentaires. À 60. Hein. C'est déjà ça, peu importe le nombre. Et voilà, c'était juste. Ça tombe bien, Patrick fait partie de ces gars, donc moi on a une réponse en direct. Oui, non, je dis pas que c'est obligatoire. Bien. Moi j'ai une deuxième question. Au niveau du football féminin, on parle de promouvoir le football féminin. On parle qu'on veut absolument avancer dans ce domaine. Juste un petit exemple, peut-être je suis le seul à être dans ce cas. On a souhaité reporter un match avec accord des 2 équipes. On a pris une sanction de 50 €. Parce que soi-disant, la raison n'était pas valable. Donc, si on veut promouvoir le football féminin, ça vient de commencer par ralentir un peu les sanctions. Ça éviterait que les gens se démotivent à avoir des foot féminins. Voilà. Ouais. Bon, ça, c'est mon cas perso, mais peut-être ça peut concerner d'autres parmi nous. Voilà. Donc, le foot féminin, c'est bien beau de faire des promotions, de dire il faut le mettre en avant. Dès qu'on fait un écart et soi-disant ce n'était pas valable, il y avait l'accord des 2 clubs, mais ça n'a pas été valable. Donc, nous, on s'est pris 50 balles d'amende. Je ne pense pas que c'est la meilleure des manières de promouvoir le football féminin en filant des amendes à tour de bras. Voilà ce que je voulais dire. Ok, ça tombe bien, on a la commission féminine présente, donc tu vas avoir une réponse en direct. Oui, Thierry, bonjour. Ouais, je connais très bien le problème. Le problème, c'est qu'en vérité, le motif, c'est que c'est 6 blessés. Et ça, c'est pas un règlement. C'est pas possible. Voilà. Par contre, les 50 €, là, ça va s'arranger. C'est quand même un ressort. Mais le souci, c'est que si on laisse passer, Thierry, c'est avec Gomo, je m'en souviens très bien, si on laisse passer ça, ça va faire jurisprudence avec les autres clubs. Et nous, au niveau de la commission, c'est difficile à gérer ce genre de situation. Quand il y a un accord des 2 clubs, oui, il c'est faudrait vrai. accepter automatiquement. Le problème, il y aura toujours un accord des 2 clubs. Mais au niveau de la commission, ce n'est pas possible. Maintenant, il y a peut-être possibilité au niveau du règlement de changer la situation. Par contre, les 50 €, nous, on n'est pas dans le fait. Et c'est vrai que ça nous fait mal au corps d'annuler cette Au bout de 30 secondes, il y a une oui, ne peuvent pas s'arrêter, ils ne payeraient pas la valeur de 3 €. Ils perdent 3 €. C'est la meilleure façon de faire. Après, les 50 €, je m'en fous. Non, mais là-bas, on y est pour rien. Par contre, réglementairement, on ne pouvait pas. Juste quelque chose à vous dire, c'est que quand vous faites des matchs et qu'il y a des blessés, il faut le noter sur la feuille de match. Voilà. Mettez-le sur la feuille de match. Par contre, les réserves, c'est pas le fait que les réserves aussi, il faut les noter. Voilà. Moi, je voudrais vous donner un petit peu des explications, aller dans le sens. Alors, effectivement, des fois, ça paraît lourd. Alors là, peut-être il y a un point de réflexion à faire au niveau de changer des règlements, mais pour certaines catégories. Hein. Mais là, effectivement, bon, pour aller dans leur sens, je reconnais que c'est peut-être dur, mais effectivement. Tout le monde est d'accord et le dispute si on. Alors, là. C'est que du foot féminin. Hein, là, ça tombe bien, hein, il y a pas mal de gens de clubs différents. Le problème, c'est que, au départ, on est tous d'accord pour reporter des rencontres. D'accord? Quand il y a des alertes oranges, on nous appelle, est-ce qu'on doit jouer, est-ce qu'on ne doit pas jouer? Mais quand on reprogramme des rencontres selon les calendriers, parce que peut-être qu'il y a des calendriers
des championnats où il y a moins d'équipes, mais quand il y a des calendriers qui sont remplis, bien souvent on vous demande un report, on l'accepte, et on vous fait jouer le mercredi, et là on reçoit des foudres en disant ouais mais nous en semaine on ne peut pas jouer, il faut qu'on se déplace, on travaille. Donc on fait attention quand même pour des reports ou pas reports, parce que souvent les calendriers nous obligent à jouer les matchs reportés le mercredi, et c'est pas toujours évident pour les clubs de se déplacer le mercredi, et là après on a un autre problème. Voilà. Mais pour en revenir, malheureusement ils ont appliqué le règlement. Peut-être qu'il faudra faire un souhait, peut-être au niveau des clubs, pour arriver à le modifier ce règlement, mais ça nous est très compliqué de faire, comme il dit, des passes droits, puisqu'on ouvre une porte pour une jurisprudence, et après, ben, je vais avoir 2 filles blessées, ma meilleure joueuse n'est pas là, je vais dire qu'elle est blessée, et si on accorde à un, il faudra accorder à tout le monde. Mais il y a peut-être un travail, effectivement, faites-nous un souhait pour qu'on puisse changer le règlement, au moins pour le football féminin, au moins le football féminin. Je ne parle pas du football garçon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a plus de questions, on va clôturer cette assemblée. Ce que j'espère, c'est qu'on a répondu à vos attentes, parce qu'il y a eu énormément de questions, mais les deux questions soulevées par Thierry, on va s'y atteler de voir la solution qu'on peut apporter. Ça, bien sûr, c'est un premier point. Moi, ce que je voulais dire, et je l'ai dit en préambule, et je le répète une nouvelle fois, le district travaille avec ses clubs, les clubs doivent travailler avec nous. Je ne l'ai pas cité tout à l'heure, j'ai parlé du secrétariat, mais on a une personne qui fait énormément de travail, c'est notre directrice, et je sais que lorsque vous l'appelez, elle vous donne un maximum de renseignements, et ça c'est très important. Elle est vraiment elle est à votre écoute. Elle me fait remonter après coup les informations. Donc je tenais quand même à la remercier pour le travail qu'elle effectue au niveau du district. Je veux dire, c'est au même titre que Jean-Paul. Moi j'ai 2 ou 3 personnes au niveau du district sur qui vraiment je peux m'appuyer. Bien sûr, j'ai mon comité directeur, il ne faut pas oublier non plus ces personnes-là. Voilà, mais ça je tenais à le préciser. Et également, tout à l'heure j'ai parlé du sport-études, j'ai parlé de Jean-Paul, mais il y a également Medivic qui participe avec nous donc, dans ce dossier qui va être mis en place. On a eu le représentant de la Ligue par rapport donc, à ces classes sportives et sport-études. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dès la saison prochaine, ça sera mis en place. Voilà, donc moi, ce que je voulais vous dire, et avant de se quitter, pour ceux qui vont partir, vous savez qu'il est prévu un repas pour un certain nombre de personnes qui ont répondu favorablement. Comme je l'ai dit, donc, on va vous remettre une tablette. C'est un petit commencement. J'espère qu'au niveau du district, on va continuer à évoluer. Oui. Donc la précision, c'est-à-dire que les clubs qui sont venus avec des pouvoirs, on ne mettra pas de tablette, le pouvoir qui ont été remis. Par contre, le club présent, lui, aura cette tablette parce que ce qu'on souhaite, en fin de compte, c'est qu'il y ait un contact entre le district et nous, les clubs et le district à travers les tablettes. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. J'en profite, même si c'est à l'avance, puisque notre assemblée a eu lieu au mois de novembre, alors que d'habitude on le fait au mois de décembre. Donc je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, d'une bonne continuation au niveau de vos clubs, et puis je vous dis à l'année prochaine. Merci.